Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre le docteur de la semaine. Et ce qui nous intéresse dans ce numéro, c'est la marchandisation du foncier agricole à Alada au sud du Bénin, enjeux logiques des acteurs et implications sociales. Et pour en parler, nous recevons Nassi Adjakidje Kalmassial. Il est docteur en sociologie de développement à l'université d'Abomey-Calavi et maître assistant CAMES. Docteur Nassi Adjakidje, bonjour. Bonjour, cher journaliste Cyril Bonou. Tout le plaisir est pour nous d'être gratifié de votre disponibilité. Le plaisir est partagé, bien évidemment. Eh bien, je le disais, nous voulons parler de la marchandisation du foncier agricole à Alada au sud du Bénin. Et c'est bien pour cela que vous êtes là, pour nous servir des notions. Et tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous aimerions bien que vous nous dites ce qu'il convient de comprendre à travers cette thématique. Merci. Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous m'accordez pour pouvoir parler un peu de mes travaux de recherche. En tant que sociologue, j'ai essayé de porter, de faire promener un peu le regard sociologique sur cette question que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est relative à la marchandisation du foncier agricole à l'ADA au sud du Bénin. Donc, je me suis intéressé un peu aux acteurs, aux logiques, et puis aux enjeux, aux acteurs, aux logiques, et puis ainsi les implications sociales. Ce que je peux vous dire d'abord, c'est que la Terre aujourd'hui est au cœur du débat du développement. Parce que vous êtes sans savoir que nous sommes un pays sous-développé et que nous avons notre économie à une grande dépendance par rapport à l'agriculture. Et donc, il faut promouvoir l'agriculture pour pouvoir amorcer ce développement. Alors, dans cette optique, l'État a initié beaucoup de programmes, beaucoup de projets. Et ces projets se sont basés bien évidemment sur la ressource qui est disponible, qui est la terre. Mais de plus en plus, nous constatons que ces terres-là aujourd'hui font l'objet d'une marchandisation sauvage. Pour faire court ou pour faire plus simple, je vais vous dire c'est quoi? C'est que ces terres-là aujourd'hui font l'objet de vente. Alors que c'est le principal capital pour le vendre. D'abord, j'ai essayé de comprendre les raisons, ou bien les causes du moins, qui ont amené ces acteurs sociaux-là qui constituent les paysans à aujourd'hui positionner la terre sur un marché. Je me suis intéressé un peu à ça d'abord, d'accord, pour comprendre un peu ces déterminants, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, politique, culturel, etc., etc. Et deuxièmement, je me suis intéressé maintenant au présent du phénomène. Aujourd'hui, comment, c'est-à-dire en termes d'explication, en termes de manifestation du phénomène, comment est-ce qu'il se présente aujourd'hui sur le marché? Parce que je l'ai dit tantôt, c'est un bien aujourd'hui qu'on vend. D'accord? Donc, comment se présente ce bien? Là, comment on le vend aujourd'hui sur le marché? Et troisièmement, maintenant, je me suis intéressé aux implications sur le plan social et autres là. S'il vous plaît, docteur, à vous suivre et à vous comprendre, bien sûr, vous parlez de votre méthode de travail. Comment vous avez adopté votre travail, comment vous avez travaillé du début jusqu'à la fin. Nous avons, permettez-nous de revenir sur les mobiles qui ont sous-tendu la recherche proprement dite. Vous le disiez au début, qu'il y a certaines raisons qui ont poussé, et vous parlez tantôt de l'État. Nous aimerions que, en quelques secondes, vous nous rappeliez les mobiles avant que nous continuions avec la méthodologie de travail que vous avez adoptée. Oui, de façon classique, vous savez, un chercheur, quand il s'intéresse à un sujet de recherche, il y a souvent deux mobiles. Il y a ce que nous appelons les raisons subjectives et les raisons objectives, d'accord, qui orientent toute recherche. Aujourd'hui, que je m'inscris dans la logique des raisons objectives, je vois par exemple aujourd'hui la Terre qui est un bien, d'accord, qui était un bien inaliénable, donc qu'on ne vendait pas, aujourd'hui commence par être vendu. C'est un problème pour moi. Deuxième chose, je me rends compte que quand nous parlons de l'agriculture, on voit l'acteur, d'accord? Et le principal capital de l'acteur aujourd'hui, qui est le paysan, c'est la terre. Mais comment se fait-il que lui, ce principal capital dont il dispose aujourd'hui, il le vend aisément? C'est aussi un choc pour moi. C'est une interrogation aussi pour moi, d'accord? On peut évoquer aussi d'autres aspects, parce que par exemple, quand il cède cette terre-là et autres, ça dit quoi? Qu'il est en train de fermer aussi les vannes en termes d'héritage, puisque lui-même peut-être il a hérité de quelqu'un. Mais aujourd'hui, le fait de céder son bien, une partie de son bien, ça fait une partie de son patrimoine qui s'en va. Mais sa progéniture, qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, il y a pas mal de raisons objectives aujourd'hui qui poussent vers
à aller vers cette thématique-là. Les raisons subjectives, bon, ça c'est propre à moi-même d'abord. C'est vrai que quand je remonte un peu dans ma génération, mon grand-père c'est un paysan aussi. Et puis nous, pendant les vacances et autres, quand on allait au village, aisément on était avec lui, on se promenait dans les palmeraies, dans ses champs et autres. Et cette phrase a toujours résonné dans ma tête parce qu'il a toujours dit que cette terre n'est pas à vendre. Et il le dit, il le matin, il le dit souvent à ses enfants, le jour où vous le vendez, vous, de mon vivant comme de mon décès, vous me verrez. Et moi, c'est des choses qui ont marqué. Et puis, ça a résonné toujours dans ma tête. Et ces enfants aussi, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas aliéné sur ces biens-là. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, voir d'autres personnes comme lui, des paysans aussi, dont la terre constitue une grande ressource, une grande richesse, se mettre aujourd'hui à aliéner ce bien-là, ça a fait un tic dans ma tête, ça a posé un problème pour moi. Et en tant que secrétaire, j'ai voulu comprendre davantage ce qui a amené juste là. Merci bien, docteur. Nous allons revenir à présent sur la méthodologie de travail, vous le disiez, et nous allons aller très vite. Oui, ben, j'ai procédé par ce qu'on appelle une approche processuelle, parce que vous avez dit, j'ai fait séquencer les choses en 3 temps maintenant, d'accord? En étant dans l'étude diachronique, donc tout ce qui s'est passé avant pour qu'on en arrive au phénomène. Je me suis intéressé aux manifestations du phénomène. Et ensuite, après, par rapport aux perspectives, les implications et autres. Donc, c'est une méthodologie qui regroupe à la fois des éléments qualitatifs et quantitatifs. Donc c'est une étude mixte que nous avons essayé de mener avec les outils propres à tout chercheur, guide d'entretien, questionnaire, où on échantillonne les choses, d'accord, les sujets qu'on doit interviewer, interroger, et autres, la revue documentaire pour pouvoir mieux agencer les choses, mieux comprendre les théories et voir quelles théories utiliser et autres. Donc voilà un peu, c'est la méthodologie classique propre aux sociologues, socio-anthropologues, je vais dire, que j'ai eu à utiliser pour pouvoir mener à bien cette recherche-là. D'accord, vous allez nous dire dans une prise de parole, de façon concrète et pratique, les résultats auxquels vous êtes parvenu et à quels problèmes ces résultats se veulent des solutions. Oui, bon, d'abord, en menant cette recherche-là, j'ai vu aujourd'hui, il y a un fort nombre de terres qui ont été vendues. Quand je me situe un peu dans la région d'Alada, au moment où je menais les enquêtes jusqu'en 2013, les gens avaient déjà en griffe bradé près de 3000 terres. Je dis près de 3000, donc on compte individuellement. Je ne parle pas des superficies, près de 3000 terres. Et quand vous cumulez un peu les superficies, ça tendait déjà vers les 10 000 et quelques. Or, vous savez, la terre n'est pas élastique. Quand on prend une commune, ça a une superficie déterminée. Et aujourd'hui, quand vous prenez la commune d'Alada, c'est partagé entre les zones urbaines et les zones rurales. Or, aujourd'hui, c'est la zone rurale qui nourrit, qui produit plus pour nourrir la zone urbaine. Et donc, à l'allure vont les choses avec les questions d'urbanisation et autres, et que aussi ces terres-là sont bradées. Parce que ce qu'il faut dire aussi, et ça j'aborde aussi le deuxième point, à travers les acteurs, je me suis remarqué que les acteurs qui viennent surtout pour pouvoir acheter ces terres-là, ce n'est pas des ruraux, mais c'est plus des urbains, des douaniers, des fonctionnaires, des grands commerçants, des étrangers aussi qui viennent et qui s'accaparent des milliers d'hectares de terre. Mais quand ils prennent ces terres, ce n'est pas forcément pour des fins d'agriculture. C'est ce qu'on a remarqué aussi. La majeure partie de ces terres sont abandonnées. On fait les papiers, d'accord, administratifs, on détient le titre de propriété, mais on abandonne ou bien on met en valeur une petite portion congrue de ces terres-là. Mais à la longue, ça posera un problème. Et là, j'aborde aussi le troisième volet. Parce que c'est ça, je parle des implications sociales. D'abord pour le paysan lui-même, qui se retrouve un être sans terre aujourd'hui. Alors que lui, il a besoin de ce capital pour pouvoir produire. Donc c'est déjà un problème parce que sa portion superficie familiale diminue, voyez. Et donc c'est un problème, il aura du mal à produire. Ce paysan-là aujourd'hui, de paysan propriétaire de terre, il est transformé aujourd'hui en ouvrier. Ou bien vous en voyez aussi beaucoup qui se retrouvent à Cotonou comme Zéman, qui va faire du Zémidjan, etc., etc. Donc, son activité principale est délaissée au profit d'autres activités secondaires
Et donc, on remarque qu'il est un peu dénaturé parce qu'il n'arrive pas à se retrouver. Et ça a d'autres implications aussi. Vous prenez aussi ces gens-là aujourd'hui, ceux qui arrivent à produire, mais la plupart du temps, les produits qu'ils mettent en œuvre, ce n'est plus des produits agricoles. C'est par exemple pour produire du jatropha, pour certains. Donc, ça rentre dans d'autres cadres. Et d'autres aussi, quand j'ai parlé des étrangers, ils viennent produire, ils viennent acheter ces terres-là, ils produisent pour exporter ces choses-là dans leur pays. Donc, à un moment donné, on sera face à un certain nombre de problèmes. Nous serons chez nous, mais on n'aura plus de terre. On ne sera plus propriétaire terrien, ce qui constitue un problème parce que vous serez chez vous, mais vous serez comme un étranger, ce qui est un peu dangereux. Donc voilà un peu, de façon résumée, ramassée là, ce que je peux dire. Bon, on pourrait en parler à longueur de journée, mais voilà. Et comment pensez-vous que votre travail peut remédier à cet état de choses? Oui, bon, il faut dire, en tant que sociologue, moi j'attire l'attention sur les faits d'abord en les décrivant, en les interprétant et les analysant. Ce que j'ai essayé de faire pour présenter les résultats. Mais en termes de perspective, je pense que l'État a commencé un peu, parce que nous, quand on avait commencé notre travail, par exemple, c'était la loi 2007 sur le foncier qui existait, le foncier rural qui existait. Mais aujourd'hui, il y a eu le vote du code de foncier domanial, qui est une petite avancée, tout au moins parce que ça limite au moins un peu les choses. Aujourd'hui, par exemple, si vous devez acheter 100 hectares, il faut que le conseil communal, par exemple, vous donne l'autorisation. C'est déjà bien, mais c'est l'application des choses qui pose problème souvent dans notre pays. Parce qu'on a souvent, on se dote souvent des tests, c'est intéressant, mais dans les faits, dans la réalité des faits. Moi, j'ai fait encore des retours sur le terrain, j'ai remarqué que malgré qu'il existe cette loi-là et qu'on ait mis des balises, des bornes, les gens continuent quand même à s'acheter des terres, des hectares, 100, 200, 300, sans forcément passer par le canal de la commune. Et des fois, ça se fait aussi au vu et au su de ces autorités-là, qui sont aussi parties prenantes à certains moments donnés. Donc, c'est pour vous dire que si nous voulons remédier à ce problème, c'est vrai, c'est déjà bien qu'on ait les tests, mais il faut réellement les appliquer. Parce que les gens sont là aujourd'hui, ont envie de s'adonner à l'agriculture, mais n'ont pas la terre disponible pour pouvoir le faire. Je pense que c'est un problème. Donc, ça fait quelques parties des solutions. Aujourd'hui, il y a l'Agence nationale du développement du foncier aussi, qui est très bien, une bonne structure, qui fait son travail. Et on aimerait que les choses soient accentuées aussi à ce niveau pour pouvoir limiter aussi un temps soit fait les conflits fonciers, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain. Donc, quelques pistes et déjà aussi arriver à comprendre davantage aussi la logique, parce que cette dualité-là que nous avons au niveau du droit foncier et du droit traditionnel fait des fois que on a du mal à réguler le foncier dans notre pays. Et je pense qu'il faut aller vers une mise en commun des deux droits, hein, qui coexistent aujourd'hui, mais il faut cette mise en commun là, tenir compte de la logique paysanne, d'accord, et tenir compte aussi de la logique moderne, hein, en termes de gestion du foncier, combiner les deux pour qu'on ait une approche contextualisée, propre au Bénin, pour pouvoir gérer le foncier. Parce que le grand danger nous guette et c'est déjà à notre porte. On aura bientôt des paysans sans terre dans notre pays. Merci bien, docteur. Vous disposez à présent de quelques secondes, j'allais dire, pour vous présenter davantage aux amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Oui, donc Adjakitia Nassi Karl Martial, enseignant-chercheur en sociologie du développement. Je suis maître assistant au CAMES. Donc je m'intéresse fondamentalement aux dynamiques foncières. Et je dois dire, après cette grande recherche que j'ai eu à mener en 2013, j'ai aujourd'hui près de 30 articles à mon actif, principalement dans ce domaine, dans le domaine du foncier. Voilà. Marchandisation du foncier agricole à l'ADA au sud du Bénin, enjeux logiques des acteurs et implications sociales. Amis téléspectateurs, vous et moi en savons désormais quelles sont les raisons qui ont poussé à cette thématique, comment le docteur Nassi Adjakidje a travaillé là-dessus et ces résultats auxquels il est parvenu. Et nous savons aussi quels sont les défis qui restent à relever par l'État. Nous vous remercions de votre attention. À la prochaine pour un autre numéro.